Le président de la République Isdeb Itno a reçu ce midi l'ambassadeur d'Australie au Tchad avec résidence à Paris. Madame Jita Kata est arrivée en fin de mission au Tchad. Le ministre des Infrastructures et des Équipements publics a été ce matin par les élus du peuple Gatangoulou à répondre aux questions. Le Conseil de la communication de concert avec l'Observatoire de déontologie et d'éthique des médias organise à l'intention des journalistes de la presse privée et publique un forum débat sur la pratique du métier et de la responsabilité des journalistes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Avant de développer les titres de ce journal, la teneur de ce décret numéro 239 portant nomination à un poste de responsable du ministère de la Santé. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Monsieur Amin Al-Khali Ahmad est nommé directeur de cabinet au ministère de la Santé publique en remplacement du docteur Salim Hassan, appelé à d'autres fonctions. Djamena le 10 avril 2013, Idriss Déby Itno. Un autre décret porte la nomination du point focal du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Article 1er. Mme Mariam Ali Moussa est nommée point focal du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Article 2. L'intéressé a rang, prérogatives et avantages de membres du gouvernement. Elle dispose des faits d'un cabinet. Le président du décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 17 avril 2013, Itno. Et puis arrêté un arrêté portant nomination à un poste de responsabilité à la primature. Le Premier ministre chef du gouvernement arrête. Article 1. Madame Aïcha Mouna Garfa est nommée directrice des affaires administratives, financières et du matériel en remplacement de Daoud Doudoua, appelé à d'autres fonctions. N'Djamena, le 17 avril 2013, Joseph Dimrangar Tadnadi. À la une de l'actualité ce soir, le public a reçu ce midi l'ambassadeur d'Australie au Tchad avec résidence à Paris. Madame Jitma a vu des échanges appuyés du Tchad au Conseil de sécurité de l'ONU. Ahmad Absakin Yerima. Après 3 ans de mission diplomatique, l'ambassadeur d'Australie au Tchad avec résidence à Paris était venu dire ses adieux au président de la République, Idriss Déby Itno. Madame Jita Kamat a exprimé au chef de l'État ses remerciements pour le sens des responsabilités et des collaborations qui caractérisent les autorités. Cette découverte un ami en Afrique, le Tchad, et sur le plan bilatéral, nous entretenons de très bonnes relations avec le Tchad et je me réjouis de la croissance dans notre relation et j'avais abordé avec le président nos relations bilatérales. Au cours de l'audience, le chef de l'État et la diplomate australienne ont également abordé des dossiers sous-régionaux, notamment la situation au Mali avec l'exploit du contingent tchadien qui a permis d'éviter les chaos à ces pays frères. Au nom du gouvernement australien, j'ai présenté nos condoléances après la mort des soldats tchadiens qui sont tombés au Mali. Nous saluons l'engagement et le courage du Tchad qui est un acteur majeur dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. L'Australie est en ce moment membre du Conseil de sécurité de l'ONU et le Tchad est pays candidat au Conseil de sécurité et nous apportons notre soutien à la candidature tchadienne et attendons de collaborer au sein du Conseil. Je garderai des images inoubliables du Tchad. C'est par cette petite phrase pleine d'essence que l'ambassadeur d'Australie au Tchad, Madame Jita Kamat, a quitté le palais présidentiel.
Le haut conseil politique d'attention au Tchad était présidé ce matin par le chef du gouvernement Joseph Dadnadi. Reportage de Robert. Les médias jouent un rôle déterminant dans l'ancrage de la démocratie et participent à la stabilisation de toute entité sociale. Informer la société, établir des liens entre les différentes communautés, promouvoir les valeurs socio-culturelles sont entre autres les missions dévolues aux hommes des médias. Mais malheureusement, ces principes ne sont pas toujours observés par certains organes. On assiste à des violations systématiques et récurrentes des premiers articles du Code d'éthique et de déontologie. Ces deux articles, pour mémoire, mettent l'accent sur la véracité et l'exactitude. Le président du Haut Conseil de communication invite les journalistes à l'impartialité dans le traitement de l'information. Le retour aux fondamentaux du journalisme reste possible pour peu que l'on prenne conscience de l'ampleur des dangers qui guettent la liberté d'expression par la faute des médias. En assumant avec toute la responsabilité et le professionnalisme requis, la presse pourra se réclamer avec plus de l'état de droit et de la liberté d'expression. C'est dans cette optique que la régulation et l'autorégulation s'emploient à créer les conditions d'un assainissement du secteur par des requêtes visant à renforcer les bases économiques et financières des organes de presse en vue de leur mutation en véritable entreprise de presse. Ils seront à débattre de la responsabilité journalistique des différents charges de reportage. Les débats porteront en outre sur le rapport annuel de monitoring des médias élaboré par l'ODEMET et les différents articles du Code d'éthique et de la déontologie constamment violés par les journalistes. En ouvrant les travaux de ce forum débat, le chef du gouvernement a insisté sur le professionnalisme et le respect politique et de la déontologie métier. À l'examen du paysage médiatique de notre pays, au nom des titres qui le composent et à leur contenu, je puis éviter de soulever des questions qui fâchent. Il faut se dire en passant qu'en dépit de leurs inclinaisons à la critique, les journalistes contestent à d'autres la formulation d'observations sur leur usage des droits de voir reconnus universellement aux acteurs médiatiques. Je relèverai de prime abord qu'à l'explosion du paysage médiatique marqué par une augmentation des titres, des radios et bientôt des télévisions, ne correspond pas à une offre plus grande d'informations. Tout au contraire. Le gouvernement de nos médias entraîne à adopter des lignes éditoriales politiquement engagées dont la conséquence est l'occultation de l'information au profit du sensationnel. Tout événement souhaitable qu'un citoyen ou un groupe de citoyens se donne les moyens de s'exprimer publiquement par le lancement d'un organe de presse, qu'ils fassent de cet organe le vecteur de leurs idées et concourent par ce biais à un échange avec d'autres dans cette dynamique incontournable de l'évolution sociétale. Mais à une seule condition, faire de l'intérêt public le fondement du travail journalistique. La recherche de l'intérêt général, disait un journaliste de renom, est la justification ultime de l'information en démocratie. Je n'en dirai pas plus à ce sujet. Le second pilier de l'activité d'informer se trouve être le respect de leur éthique. Et en premier lieu, la vérité des faits. Le journaliste est un diseur de vérité que vante un philosophe. Se prévaloir de la liberté d'expression et ignorer une des valeurs essentielles du journalisme qu'est la vérité relève d'une grave cécité intellectuelle. Cette exigence de vérité est au cœur des préoccupations des hommes des médias dont la réputation et la crédibilité reposent en grande partie sur leur capacité à répondre à ce devoir de vérité. Demain se tiendra ici à N'Djamena un sommet extraordinaire de la CEEAC sur la crise centrafricaine. L'on note déjà depuis l'arrivée de la délégation centrafricaine, c'est précisément les membres du Parlement centrafricain durant la période de transition, avec à leur tête le Premier ministre Nicolas Tiangaï, qui ont fait le déplacement de N'Djamena. Et puis sachez qu'une délégation camerounaise vient d'arriver, sont attendus dans les heures qui suivent.
Le sommet de demain sera donc consacré à la crise qui prévaut en République centrafricaine. Il faut dire que la communauté économique des États n'est pas à sa première action posée dans le sens d'instaurer la paix en République centrafricaine. Un flashback sur le début de cette crise qui embrase la République centrafricaine avec Elvis Tabou. Les villes centrafricaines tombaient les unes après les autres lorsque le président en exercice de la CEAC, Idriss Déby Itno, a convoqué le 20 décembre de l'année dernière un sommet extraordinaire à N'Djamena. Un sommet pour sauver la Centrafrique qui sera suivi par plusieurs autres. Réunis à N'Djamena, il faudra l'appeler les belligérants à un cessez-le-feu et au respect des accords signés. Un autre sommet attendait les belligérants à Libreville. Ce jour-là, l'on se disait que c'était le début de la fin de la crise. CEAC, Idriss Déby Itno convoque d'urgence le 3 avril à N'Djamena un autre sommet élargi cette fois-ci à l'Union africaine ainsi que la République sud-africaine. Issu de ce sommet, la CEAC a refusé de reconnaître l'homme fort de Bangui et la exécution d'un collège voté par les forces vives de la nation chargé d'élire le président de la transition. Une transition qui ne doit excéder 18 mois. Les conclusions de N'Djamena ont abouti à la mise en place d'un Conseil national de la transition qui a élu Ndoto Dia, président par intérim. L'homme fort de Bangui aura donc 18 mois pour organiser des élections auxquelles ni lui, ni aucun autre membre de ce conseil ne devrait se présenter. Mais en attendant, il devrait faire face à l'insécurité caractérisée par des pillages qui rythment le quotidien centrafricain. Croyant dur comme fer au dialogue dans les résolutions et prévention des conflits, le président en exercice de la CEAC, Idriss Déby Itno, convoque un autre sommet de la CEAC ce 18 avril à N'Djamena. Un sommet pour permettre certainement aux différents acteurs de la transition d'assumer pleinement leur rôle et de permettre à ce pays meurtri par tant d'années d'instabilité de se débarrasser de ce boulet qui l'empêche d'amorcer son développement. Pierre Bouyoya, chef des forces de la MISMA, a effectué le mardi dernier une visite au contingent tchadien basé à Kidal. Il est allé exprimer la reconnaissance de la MISMA face aux sacrifices consentis par les Fatim. La prise en charge des Fatim était également de jour. Elvis Tabou. À 1500 km au nord-ouest de Bamako, toujours en alerte, assure la sécurité des populations et se battent pour instaurer l'intégrité du territoire malien. Ils reçoivent un invité de marque, le chef de la force africaine au Mali, Pierre Bouyoya. Sa visite intervient juste quelques jours après l'annonce faite par le président Idriss Déby Itno sur la nécessité du retrait des Fatim après une mission accomplie. Quels changements avec le commandement des Fatim ont permis aux représentants de l'Union africaine d'avoir une idée sur ce qu'endurent ces soldats de la liberté. Par rapport à la prise en charge des forces tchadiennes supportées depuis le début des opérations, Bouyoya a une réponse. Nous sommes aussi venus leur dire que la MISMA, nous sommes là, nous les soutenons. Nous allons désormais les soutenir d'une façon concrète. Nous sommes venus aussi pour exprimer notre appréciation de la façon dont le contingent tchadien a rempli sa mission. Féliciter le commandant du contingent tchadien, féliciter de ce contingent. En effet, un projet de résolution prévoit remplacer à partir du 1er juillet la MISMA par une mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Pas plus tard que le 12 avril dernier, 4 soldats tchadiens sont tombés suite à un accident à Kidal. Mais cet événement n'émousse pas l'ardeur des soldats. Ils sont tous conscients que l'insécurité zéro n'existe nulle part. Après les opérations qui ont eu lieu dans les Adrar, surtout à part de Médaz, arrière de salafistes, je crois bien que les opérations ont pris fin et par la suite il y a eu un ratissage complet de tous les Adrar. Logiquement, Kidal est en paix et en sécurité. Là, je vous rassure qu'on est en paix et en sécurité. Mais n'empêche qu'il est sur celle que le cas du kamikaze qui a eu lieu il y a de cela 3 jours.
Ça peut arriver, bon, la sécurité à 100%, moi je ne pense pas que ça pourrait être possible nulle part. Le moral toujours haut, les Fatimes qui ont joué un rôle déterminant dans la libération du Nord Mali continuent à assurer la sécurité. Je le disais en titre, le ministre des Infrastructures et des Équipements publics a été interpellé ce matin par les élus du peuple. Gatangoulou a répondu aux questions relatives à la réhabilitation et entretien des routes, des infrastructures sanitaires et scolaires et à la qualité des travaux effectués par certaines entreprises de la place. D'abord, les parlementaires Didingar, Bide Bassa et Moussa Adoum Mahamat ont exposé les raisons qui leur ont amené à interpeller le ministre des Infrastructures et des Équipements publics. Pour ces deux députés, les infrastructures constituent la face palpable du développement d'un pays. Le gouvernement, notamment le chef de l'État, Idriss Déby Itno, investit beaucoup dans ce domaine. Cependant, les entreprises qui effectuent les travaux ne s'y mettent pas sérieusement. Aussi, il y a une disproportion dans l'attribution du marché, ce qui fait qu'on assiste au phénomène de routes barrées. Ce phénomène est source d'accidents et des embouteillages. À ces questions, le ministre Gatangoulou a répondu par le besoin des plus hautes autorités à relier les grandes villes du pays et au manque de sérieux des entreprises qui ont les moyens de vie. Une série de questions des parlementaires relatives au contrôle des travaux, à la réhabilitation et entretien des routes régionales et locales, à la situation des infrastructures sanitaires et scolaires et au désenclavement de certaines villes. Par rapport à des travaux, le ministre Gatangoulou a fait savoir que des mesures sont prises. Nous sommes résolus à corriger ces défauts de la manière suivante. La première chose déjà, à la base, ce sont les études. Avant d'entreprendre un ouvrage, il faut absolument que des études bien faites aient pu précéder. Si les études ne sont pas suffisamment solides, il est évident que les défauts peuvent assez rapidement survenir. Et cela crée aussi la surveillance d'un certain nombre d'avenants pour rattraper telle chose. Nous, au niveau du ministère des Infrastructures et des Équipements publics, nous nous employons aujourd'hui à remettre un peu de l'ordre dans la réalisation de ces différents travaux. Le ministre des Infrastructures et des Équipements publics d'ajouter que le circuit d'attribution des marchés sera réduit pour faciliter l'exécution de certains projets qui connaissent des difficultés. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine a fait ce midi une communication. Moussa Faki Mahamat a informé aux diplomates accrédités au Tchad la situation humanitaire qui prévaut à l'est du Tchad et précisément dans la région de Sila. Nous l'écoutons. Cette situation est le fait d'un conflit intercommunautaire qui a opposé des tribus soudanaises dans le Darfour, notamment les Rizegat au Beni Hussein et ensuite les Salamat au Missirié. Les affrontements ont eu lieu au courant des mois de février à avril 2013 et ont affecté un nombre important de populations, entraînant l'arrivée sur le sol tchadien des réfugiés soudanais et des retournés tchadiens. Du 10 au 14 avril 2013, une mission gouvernementale de haut niveau, conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, s'est rendue dans la région. Son objectif était d'évaluer la nouvelle situation humanitaire à Tissi et dans les localités environnantes et de fournir une assistance du gouvernement aux réfugiés et aux retournés. Je profite de l'occasion pour remercier le HCR, le CICR, le MSF, l'UNICEF, l'OIM, ainsi que l'ADS et le CNAR pour leur assistance et leur présence sur le terrain actuellement. Au cours de son séjour, la délégation gouvernementale a constaté une situation humanitaire dramatique.
plus de 40 décès ont été déclarés. Le nombre total provisoire des personnes placées est estimé à plus de 30 000 réfugiés et 20 000 retournés dans les différents sites d'accueil, y compris un bon nombre d'enfants non accompagnés ou séparés de leurs parents au moment de leur fuite, des personnes à besoins spécifiques telles que les femmes, les handicapés et les personnes âgées. La population réfugiée est dans son ensemble exposée à des intempéries et aux aléas de toute nature. Il est noté la présence des maladies comme le paludisme, des infections respiratoires, des cas de malnutrition aiguë sévère. La délégation ministérielle a apporté une assistance d'urgence pour secourir les populations affectées par le déplacement forcé. Les denrées et produits ont été mis à leur disposition. Bien entendu, cette assistance s'avère largement en deçà des besoins réels des victimes des affrontements communautaires. Aussi, à cette situation, le soutien de vos pays et de vos organisations aux côtés du Tchad s'avère-t-il indispensable pour faire face à la situation humanitaire extrêmement préoccupante qui prévaut actuellement à l'est du Tchad. Nous savons compter, comme d'habitude, sur la prompte réaction des amis et des partenaires du Tchad en pareilles circonstances. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Sila Bakari, a présidé cet après-midi la cérémonie de lancement de la télévision et de la radio tchadienne sur le bouquet Canal Sat. La cérémonie s'est déroulée au CEFOD en présence de quelques membres du gouvernement et des invités de marque. Bacharia Issa Hanga. Le programme de la radio et de la télévision tchadienne sont suivis grâce à NS12, un satellite de contribution, et sur Nilsat. Aujourd'hui, la quête de l'excellence et de la performance ont conduit Gan à s'affiler à un autre bouquet, Canal Sat. La télé Tchad et la radio sont désormais recevables en version numérique, haute définition. Les téléspectateurs et les auditeurs auront une accessibilité facile au programme, des images de qualité, mais aussi et surtout confirmer la place que le Tchad occupe dans ce monde numérique. Aujourd'hui, Télé Tchad et Radio Tchad rejoignent dans le bouquet de Canal Sat d'autres chaînes de télévision et de radiodiffusion d'Afrique et d'autres continents. Les droits de référencement du programme au sein du bouquet sont concédés par l'ONRTV à Canal Sat pour une diffusion en version numérique via les réseaux de transmission par satellite, par des réseaux câblés, mobiles, MMDS et numérique RC qu'on appelle communément télévision numérique. Canal Plus Afrique est un partenaire de taille. Ainsi, son expérience et sa disponibilité permettront à l'ONRTV d'atteindre son objectif. La confiance que vous nous témoignez est forte. On se doit d'être acteur de votre confiance, en une parfaite vision, dans les meilleures conditions et en sachant véhiculer les valeurs de votre média national pour le plus grand bonheur de nos abonnés et de nos téléspectateurs. L'efficacité, la rapidité et la bonne qualité numérique recherchée par l'ONRTV s'affichent avec cette projection. Le est disponible sur le canal 155 du bouquet Canal Sat. Vous pourrez y suivre tous vos rendez-vous préférés en qualité numérique sur l'ensemble du territoire. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, c'est encore un pas de franchi. Un autre bon, puis un bon. Nous y avons cru, nous y avons travaillé avec nos partenaires de Canal Sat. Aujourd'hui, nous y sommes. C'est une victoire sur nous-mêmes, une gratitude aux plus hautes autorités qui nous ont fréquentés et
et une fierté pour notre pays, le Tchad. Voici la victoire de notre pays sur le plan de la communication, mesdames et messieurs. Du 28 novembre 2008, date de la montée solide de la télé Tchad, jusqu'à nos jours, TV a doublé l'effort. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Office s'engage à faire plus grâce à Canal Sat. L'information climatique, un intrant pour la prise de décision, c'est le thème d'un atelier qui se déroule à Bakara, localité située à une trentaine de kilomètres de N'Djamena. Et c'est les agents du ministère de l'hydraulique rurale et urbaine et les partenaires qui échangent sur ce thème. L'information climatique est un instrument clé dans les prises de décision. On fait recours à elle dans les secteurs aussi variés que l'agriculture, l'élevage, la santé. Placée sous le thème « L'information climatique entrant pour la prise de décision », une rencontre pour la mise en place du climat se déroule à Bakara. C'est une première. Le cadre mondial pour les services climatologiques est un ensemble des accords internationaux qui a pour but de coordonner les activités liées aux services climatologiques. Ce cadre mondial, dont le but est de promouvoir la production et la fourniture concrète d'informations et produits météorologiques et climatiques améliorés pour l'adaptation à la variabilité et au changement climatique, adopté par le 11e congrès de l'Organisation météorologique mondiale en 2011. On sait que 90% des catastrophes naturelles, 70% des décès et 75% des pertes économiques qui en résultent sont d'origine hydrométéorologique. Cette rencontre qui réunit d'éminents chercheurs et les utilisateurs de services climatologiques vise aussi à améliorer sur le plan qualificatif et quantitatif les services climatologiques dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Le gouvernement dit avec beaucoup de les conclusions de cet atelier et je puis vous assurer qu'il les examinera avec le plus grand. Dans un contexte de changement climatique, la qualité du climat est un grand défi et pour le relever, une synergie d'action s'impose. La délégation du bureau politique du MC conduite par le secrétaire général Béom Malo Adrien poursuit son périple à l'intérieur du pays. La délégation se trouve dans le Wadifira. Innocent Kilayou. Après Fada dans l'Enidi Ouest qui constitue la deuxième étape de la deuxième phase de la restructuration des organes de base du MPS, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Dr Béom Malo Adrien, et les membres de sa délégation sont arrivés à Biltine. À Biltine, dans le Wadifira, le secrétaire général du MPS se dit animé par une forte émotion. Pour Béom Malo Adrien, c'est ce Wadifira que les plus grands sacrifices suprêmes qu'impliquent toutes ces valeurs fondatrices ont été consenties. Aussi a-t-il ajouté dans le cours de clôture du 5e congrès, le président fondateur Idriss Déby Itno invite à plusieurs reprises les militants à tourner les regards vers le serment de Bamina. Cette exhortation mérite d'être saisie dans toute sa portée historique pour éviter toute interprétation erronée. L'acte que vous avez accompli traduit la maturité politique acquise après 2 décennies d'expérience sur le terrain politique. Ce travail politique abattu à Biltine est une application correcte des recommandations du 5e congrès ordinaire de notre mouvement. Il honore l'efficacité et la rénovation, les 2 mots-clés du thème général de ces assises. Dans le même élan et suivant la même approche démocratique, vous aurez, après notre départ, à procéder à la mise en place des conseils départementaux à la lumière des statuts, règlements intérieurs et programmes politiques du mouvement. Car le deuxième point sur lequel le Congrès et le président fondateur, dans son discours de clôture du Congrès, ont mis un accent particulier est la responsabilisation des militants à la base. Comme il s'agit de restructurer les organes de base du MPS de Wadifira, le choix des militants de cette région est porté sur Tahir Abdraman Hagar. Le conseil régional qui vient d'être restructuré a fait énorme effort pendant les 4 années en exercice, parmi lesquelles
je cite, des recensements électoraux, les élections législatives, présidentielles et communales. Ce succès est à saluer. Tahir Abderrahmane Agar et ses camarades ont la lourde mission de mettre en marche les recommandations du 5e congrès, tenu dans la capitale. Après Biltine dans le Wadi Fira, le secrétaire général et son équipe ont pris la d'Abéché dans le Wadaï. La mutuelle des secrétaires assistants et attachés du Tchad a fait un point de presse ce matin à la Maison des médias. C'est prélude à la journée des secrétaires qui se célébrera demain ici. Voici un extrait de la présidente de la mutuelle, Hadji Samira Iye Christine. Notre vision sur le plan national est d'informer les acteurs importants de la vie économique, c'est-à-dire les dirigeants, les managers, les presses managériales que vous êtes, pour une visibilité de promotion et de valorisation de cette journée spéciale, pour développer une véritable culture de compétences et de la professionnalisation, afin que ces métiers soient mieux reconnus et pris en compte dans les politiques de ressources humaines. La structuration en véritable métier dans les conventions collectives, nous inscrire dans les référentiels de formation et de qualification des certifications professionnelles. La mutuelle demande une innovation pour la valorisation de la profession et les critères de grands enjeux. Et puis la page nécrologique de ce journal, la directrice adjointe des cérémonies à la présidence de la République, Fatime Zahra Ahmad Oumar, n'est plus. Elle s'est éteinte ce 17 avril suite d'une courte maladie. Fatime Zahra Ahmad Oumar, connue de son professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions, laisse un grand vide à combler. L'inhumation a eu lieu aujourd'hui au cimetière de Lamadi, paix à l'âme de la défunte. Et puis par rapport à ce décès, nous avons un message de condoléance, une grande tristesse et une profonde consternation que j'ai appris la mort de Mme Fatime Zahra Ahmad Oumar, directrice des cérémonies à région. À la présidence de la République le 17 avril 2013 des suites de courtes maladies. Sa disparition constitue une grande perte pour sa famille et la présidence de la République aussi. En cette circonstance particulièrement douloureuse, voudrais-je leur adresser à mon nom personnel mes condoléances les plus attristées à son époux, ses parents, ses amis et ses collaborateurs. Tout en vous renouvelant toutes mes compassions, je prie Dieu, le miséricordieux, dans sa bonté céleste, d'accueillir l'âme de la défunte dans son royaume. Pour le président du Tchad, chef du cabinet civil, Azebe Paimi, et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.